Bonjour à vous, c'est le G. Et aujourd'hui dans ma décapsule, je vous présente 808 Noche. 808 Noche est un artiste émergent dans la scène musicale, connu pour ses sons que je qualifierais de space, qui mélangent des éléments de trap, de hip-hop et parfois un peu d'électronique. Avec un sens aigu du rythme et une capacité à créer des mélodies captivantes, 808 Noche se distingue par son style et sa signature sonore, qui sont pour moi les plus immersives. Ses beats sont souvent lourds et atmosphériques, offrant une toile de fond parfaite pour des flows dynamiques et des paroles captivantes. Bien que relativement nouveau sur la scène, 808 Noche est une expérience sonore que je vous recommande fortement. Vous retrouverez ces sons à découvrir juste en bas, en description de la vidéo. Je vous invite à partager et à vous abonner pour plus d'initiés. C'était le G, à bientôt. Salut tout le monde, c'est Solène et aujourd'hui pour ma décapsule, on va parler des trous noirs. Mais en fait, un trou noir, qu'est-ce que c'est? Quand une étoile massive meurt, le noyau de cette étoile s'effondre sur lui-même, ce qui entraîne l'expulsion des couches externes de l'étoile en une gigantesque explosion qu'on appelle supernova. Le centre du trou noir est appelé une singularité gravitationnelle. D'ailleurs, plus le trou noir est massif, plus il est froid. La force d'attraction est tellement puissante que tout ce qui s'approche d'un trou noir finit aspiré. Que ce soit des roches, de la poussière ou même des étoiles tout entières. Rien n'y résiste, même pas la lumière. La force gravitationnelle d'un trou noir est tellement élevée que même le temps se dilate et s'écoule plus lentement. Si un astronaute se rapprochait un peu trop d'un trou noir, les battements de son cœur s'espaceraient et l'aiguille de sa montre tournerait de plus en plus vite. Chaque seconde qui s'écoule durerait pour lui une éternité. Forcément, un tel phénomène a suscité de nombreuses théories, notamment sur la téléportation et le voyage dans le temps. Il n'est pas impossible qu'un trou noir ait une sortie pour évacuer tout ce qui est aspiré, dont la lumière appelée trou blanc. Le trou blanc est le trou de verre qui est le couloir entre les deux dont l'existence a été suggérée par Einstein et Rosen, et appelé trou de verre. Raccourci à travers l'espace-temps, il doit son nom à Charles Miners et John Wheeler, qui en 1957 désignent ainsi wormholes en anglais. Ces tunnels censés relier deux extrémités de l'espace-temps, ceci permettrait de relier deux points très lointains en peu de temps, et occasionnerait un saut dans le temps. Mais seulement dans le futur. Si pour l'instant les voyages dans le temps relèvent de la fiction, la science continue de nous éclairer sur ces fascinants objets. Pour la toute première fois, en avril 2019, un trou noir a été pris en photo. Il s'agit du M87, situé au centre de la galaxie Messier 87, qui nous permet de mieux connaître l'une des clés pour comprendre la naissance et le destin de l'univers. Bonjour, c'est Noémie et aujourd'hui dans ma décapsule, je vais vous parler d'un oiseau dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, l'ibis chauve. Cet oiseau est redevenu une espèce en danger d'extinction en 2019, après presque 25 ans passés dans la catégorie de danger critique d'extinction. C'est donc une belle amélioration, mais on est loin encore de l'avoir sauvé. Parmi les choses qui participent à ce regain de population des ibis, on retrouve l'action un peu insolite que l'association allemande Waldrapp-Team mène depuis 2004. Après avoir recueilli et élevé les oisillons, les membres de l'association vont devenir des sortes de GPS humains sur paramoteur et vont entraîner petit à petit les ibis chauves à les suivre dans les airs. Tout ça dans le but de les accompagner sur la route de la migration à la bonne période. Parce qu'avec le réchauffement climatique, les oiseaux migrateurs ont tendance à partir plus tard dans l'année. Et devant franchir les Alpes, si le départ se fait trop tardivement, les oiseaux se retrouvent pris au piège par la neige et le froid des sommets et ne retrouvent jamais leur route. Cette année, Waldrapp-Team a accompagné 35 ibis chauves de l'Allemagne jusqu'en Andalousie, au sud de l'Espagne, où ils ont ensuite été relâchés avec d'autres membres de la même espèce. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ce genre d'action, ça me fait giga plaisir. Bonjour, c'est Mehdi. Aujourd'hui dans Décapsule, je vais vous parler de l'artiste Bad Bunny qui est devenu un phénomène.
Commençons d'abord par vous le présenter. Bad Bunny, c'est un artiste portoricain qui détruit tout sur son passage depuis quelques années et de façon de plus en plus conséquente depuis la sortie de son album Un Verano Sin Ti, sorti l'année dernière. En effet, l'album est devenu l'album le plus écouté de l'histoire de Spotify pour 14 milliards de streams. Artiste libéré qui brise les codes de l'homme en société, bisexuel prônant l'égalité des sexes et repoussant les limites de la mode masculine. Il a rempli des stades et est devenu la tête d'affiche de Coachella, tout ça la même année. Le phénomène Bad Bunny est mondial et cela se ressent dans sa musique. Fier de ses origines latines, il rend constamment hommage à ses coutumes et ses sonorités, en plus de faire quelques clins d'œil à des légendes comme Charles Aznavour et Madonna dans ses chansons. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'artiste, il est grand temps avec ce nouvel album sorti mi-octobre, confirmant son succès car il en a vendu 100 000 exemplaires en l'espace de 24 heures. Bonjour, ici Lodi, votre voix off préférée. Vous commencez à connaître la chanson et en parlant de ça aujourd'hui avec moi, c'est musique. Avant de commencer, je tiens à préciser que les artistes et leurs sons seront mis dans le désordre et plus total. Mais qui sait, peut-être qu'ils pourront vous aider à mettre de l'ordre dans votre tête. Place à la décapsule. Winter Zuko est l'un des artistes que j'écoute le plus en ce moment, mélangeant des textes sensibles faisant référence à son passé accompagné d'un style club, tout ça sous forme de kickage maîtrisé dans un univers qualifié de deep. Voici des sons que je kiffe et que je vous conseille vivement. Gearless fait partie de mon top 3, je l'ai écouté en boucle et sincèrement si vous voulez découvrir son univers, c'est celui-là que je vous conseille. Rollo, un peu plus ancien mais toujours aussi efficace et Je suis musique. Oui, vous avez bien compris, il fait bien référence au film de Fatal Bazooka et le son est incroyable. Drosan, le phénomène qui m'a matrixé, le zinzin des zinzins, du sérieux avec de l'humour, voilà comment je le vois. Pour la description de sa musique, je vous laisse tout simplement le soin de l'écouter. Soit vous atterrissez et vous kiffez, soit vous détournez et vous passez. Comme son que je pourrais vous conseiller, il y a Avatar, MLG et Zin dans son album sorti en 2023, Dros Santos. Petit bonus pour vous, le plus froid des mondes, en feat avec NYU dans l'album Dros Santoscope. Tous les liens sont dans la description, n'oubliez pas de partager pour plus d'initiés. C'était Lodi, bonne écoute à vous. Salut tout le monde, c'est Lévin de la MLTV et aujourd'hui dans ma décapsule, je vais vous parler de la marque Koenigsegg. C'est une marque suédoise créée par Christian von Koenigsegg en 1994. La marque a commencé avec un prototype, la Koenigsegg CC, qui possède un V8 Ford de 500 chevaux. C'est la première voiture qui adopte la cinématique de porte la plus cool de l'histoire automobile, ce qui deviendra par la suite la marque de fabrique de tous les modèles de la marque. Pour prouver la valeur de la marque, ils privatisent un circuit, ils prennent l'un des meilleurs pilotes de l'époque et lui demandent d'essayer la voiture. Il sort de là en disant que la voiture a un énorme potentiel. Juste avant le festival de Cannes où la voiture devait être présentée, l'usine prit feu, mais les quelques employés sur place sauva les machines et les voitures. Mais ça a permis à Christian von Koenigsegg d'acheter l'endroit le plus cool de Suède, l'ancienne base des pilotes de chasse suédois, et cette base militaire est chargée d'histoire, ce qui manquait à Koenigsegg pour être une vraie marque. Et c'est grâce à cette histoire que sur tous les modèles de la marque, il y a un petit fantôme apposé. Salut tout le monde, c'est Solène et aujourd'hui pour ma décapsule, on va parler du syndrome de la Schtroumpfette. Mais en fait, le syndrome de la Schtroumpfette, qu'est-ce que c'est? Les Schtroumpfs, tu les connais sûrement, ces petites têtes bleues iconiques inventées par les dessinateurs Peyo. Si on te demandait de citer les personnages, tu pourrais dire le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf paresseux, le Schtroumpf grognon, etc. Il y en a plus d'une vingtaine du côté masculin. Mais du côté féminin, il n'y en a qu'une seule, la Schtroumpfette. Elle n'est pas la Schtroumpfette rêveuse ou la Schtroumpfette fleuriste, juste la Schtroumpfette. Son personnage se résume simplement à son sexe. La seule femme dans un village d'hommes. Pour accentuer le sexisme du personnage, on ne sera pas étonné d'apprendre qu'elle a été créée par Gargamel pour semer la zizanie dans le village.
Initialement laide et méchante, elle a été remodelée dans le laboratoire du Grand Schtroumpf pour devenir belle et gentille. Et par la suite, tous les Schtroumpfs sont amoureux d'elle et elle est perçue comme capricieuse. La Schtroumpfette incarne ainsi de nombreux stéréotypes sexistes. En fait, le syndrome de la Schtroumpfette se réfère principalement à la tendance des œuvres de fiction à avoir seulement un personnage féminin au milieu de plusieurs protagonistes masculins. Mais ce n'est pas tout. Loin d'être l'élu, la figure féminine colporte avec elle une ribambelle de stéréotypes misogynes. Souvent dépourvue de profondeur narrative, elle n'existe que par et pour les hommes. Elle sera volontiers l'épouse, l'assistante, la demoiselle en détresse, la beauté fatale. Parce que oui, les frontières entre la fiction et la réalité sont poreuses. Le syndrome de la Schtroumpfette est le miroir des enjeux féministes qui traversent notre société. Un test a également été créé pour ça, le test de Bechdel-Wallace, un indicateur du syndrome de la Schtroumpfette. Théorisé en 1985 par Alison Bechdel et Liz Wallace dans la BD Lesbienne à suivre, ce test permet de mettre en lumière la place secondaire accordée aux femmes dans la fiction. Les 3 questions à se poser sont les suivantes. Y a-t-il au moins 2 personnages féminins portant des noms? Ces 2 femmes se parlent-elles? Et est-ce que leur conversation porte-t-elle sur autre chose que sur des hommes? Si les réponses sont négatives, l'indicateur vire au rouge. Cela signifie que les protagonistes féminines perpétuent les stéréotypes de genre et que l'on a affaire à un syndrome de la Schtroumpfette. Si les réponses sont positives, l'œuvre passée au crible du test de Bechdel-Wallace a su déjouer certains pièges sexistes. Mais pas tous. Pour compléter cet outil, citons le test de Marco Mori, dont les critères sont les suivants. Le film a-t-il au moins un personnage féminin? Ce personnage a-t-il son propre arc narratif? La femme est-elle le faire-valoir d'un personnage masculin? Pour aller encore plus loin et illustrer l'absurdité dans le rôle des femmes dans les films, la scénariste Kelly Sue DeConnick a pensé le test de la lampe sexy. Elle propose de remplacer un personnage féminin par une lampe afin de voir si l'histoire est modifiée. Par exemple, les blockbusters, Skyfall, Superman Man of Steel ou encore Gatsby le Magnifique échouent haut la main. Et voilà, j'espère vous avoir fait comprendre ce qu'était le syndrome de la Schtroumpfette. Salut tout le monde, c'est Nono de la MLTV et aujourd'hui je vais vous parler musique avec l'artiste Achille. Achille est un auteur-compositeur de 22 ans originaire de Tours. Il crée des sons qui mélangent chansons françaises et musique urbaine avec des prods hip-hop bien sympas, agrémentés de piano et de violon super mélodieux et de paroles poignantes interprétées avec beaucoup d'émotion et une voix percutante. Il étudie le violon pendant 7 ans, puis le piano et le chant, mais pour la production, il apprendra en autodidacte, en suivant des tutos sur YouTube et en s'entraînant sur l'ordinateur de son père qui est DJ. Et c'est donc tout naturellement, après avoir baigné toute sa vie dans la musique, qu'il sortira en 2017 son premier titre intitulé 2h12 qu'il aura composé et réalisé entièrement seul. Il se fera très vite remarquer et signera un contrat avec Sony Music France en 2019, ce qui le mènera à sortir Pas si simple, son premier album en 2022, suivi de l'EP Entracte en 2023. Il accompagnera même Stromae, une de ses influences musicales majeures, en faisant sa première partie lors de 2 dates de sa tournée l'année dernière. C'est dire le succès. Mais en attendant ses prochaines dates et sorties musicales, on peut retrouver Achille sur son Instagram où il poste régulièrement des covers, voire même des extraits de ses futures chansons, pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Donc n'hésitez surtout pas à le follow, ça en vaut vraiment la peine. Et si vous ne le connaissiez pas encore, j'espère vous avoir fait découvrir un de vos futurs artistes préférés, parce que c'est clairement un des miens. Salut à tous, c'est Rose. Aujourd'hui, dans ma décapsule, je vais vous parler du genre musical le rock. Le
rock est un genre musical né dans les années 1950, caractérisé par ses rythmes entraînants et ses guitares électriques. Il trouve ses origines dans des genres antérieurs tels que le rhythm and blues, le gospel et le rock and roll et a été propulsé sur la scène mondiale par des personnalités emblématiques comme Elvis Presley, Chuck Berry et Little Richard. Au fil des décennies, le rock a évolué en une multitude de sous-genres allant du rock psychédélique au punk rock. Des groupes légendaires tels que les The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd et Nirvana ont marqué l'histoire du rock avec leurs chansons emblématiques et leurs concerts inoubliables. Ces icônes ont non seulement redéfini les standards de l'industrie musicale, mais ont également profondément influencé la culture populaire, la mode et les mouvements sociaux de leur époque. Le rock est un symbole de liberté et d'expression individuelle qui a traversé les frontières culturelles et sociales et des festivals emblématiques comme Woodstock qui ont symbolisé l'esprit de contre-culture associé au rock. Aujourd'hui, bien que de nouveaux genres musicaux émergent, le rock reste une force dominante dans l'industrie musicale, continuant d'inspirer des millions de fans à travers le monde. Des groupes contemporains comme Foo Fighters, Arctic Monkeys et The Black Keys perpétuent l'esprit rebelle et l'énergie authentique du rock, assurant ainsi sa durabilité dans la scène musicale actuelle. Et vous, c'est quoi votre genre musical préféré? Dites-le nous en commentaire. C'était Rose de la MLTV. Et bonjour à tous, c'est Andy et aujourd'hui dans ma décapsule, je vais vous parler du jeu Fort Boyard. Fort Boyard devait être un édifice militaire, mais les travaux ont duré si longtemps qu'en 1866, quand le chantier s'est achevé, il n'a déjà plus d'utilité. S'il sert un temps de prison, le fort sera laissé à l'abandon pendant plus d'un siècle. Jacques-Antoine, grand concepteur de jeux télévisés, découvre ce lieu unique dans les années 80 et imagine cette nouvelle émission avec Pierre Launay et Jean-Pierre Mitrecet. Ensemble, ils posent les bases de ce grand jeu de rôle façon Donjons et Dragons avec des énigmes, des personnages mystérieux et des candidats qui accompliront des exploits extraordinaires. Après de lourds travaux de réhabilitation qui s'imposaient, la première émission des Clés de Fort Boyard est diffusée le 7 juillet 1990 sur Antenne 2. Le principe est simple, chaque cellule du fort renferme un défi que les candidats doivent réussir dans un temps imparti, matérialisé par une clepsydre. Les épreuves rapportent des clés pour ouvrir la salle du trésor et des aventures sensationnelles en extérieur permettent de récolter des indices, seul moyen de trouver le mot-code qui donne accès au fameux boyard. Les règles du jeu continueront de s'étoffer au fil des années. Dernier ajout en date, les atouts. Depuis 2022, chaque émission se différencie par la distribution de cartes spéciales ayant des impacts sur le cours de la partie ou sur les jeux proposés. À l'origine, ce sont des équipes d'anonymes qui affrontent le fort, mais depuis 1993, tous les candidats sont des célébrités qui viennent défendre une association caritative. L'émission est incarnée à ses débuts par entre autres Patrice Laffont, Sophie Davant, Sandrine Dominguez ou encore Jean-Pierre Castaldi. Olivier Mine arrive lui à la tête du jeu en 2003. À partir de 2011, le jeu prend un virage vers la scénarisation. Le grand méchant de l'histoire, c'est désormais le Père Fouras qui imagine tous les pièges tendus aux candidats pour ne pas se faire voler son trésor. Saviez-vous que l'homme derrière ce masque, Yann Legac, est aussi celui qui a créé les fameux poteaux de Koh-Lanta ? Eh oui. L'émission de France 2 est depuis ponctuée de cinématiques mettant en scène le nouveau maître du fort et ses troupes, parmi lesquelles les célèbres Pass, la famille Bou ou les maîtres du temps. Depuis 2013, de nombreux guests rejoignent l'équipe des personnages, comme l'humoriste Willy Rovelli ou plus récemment l'animateur Cyril Ferraud dans une parodie de la poupée Ken. Fort Boyard aujourd'hui c'est bien plus qu'une émission de télé, c'est tout un univers. On a tous en tête des épreuves emblématiques qu'on a essayé de refaire dans notre jardin, des souvenirs de séquences cultes, les musiques, les personnages, les animaux. Une grande communauté de fans continue à faire vivre l'esprit du jeu toute l'année, il y en a même qui le font sur Minecraft. Ça c'est moi. On a tous rêvé un jour de mettre les pieds sur cet inaccessible vaisseau de pierre, et j'ai une bonne nouvelle. Le fort sera de nouveau ouvert aux visites du public à partir de 2028. L'émission fête cet été ses 35 saisons, et ça n'est pas prêt de s'arrêter.